Il y a 1 minute, quelque chose d'étrange était remonté à la surface dans les profondeurs du bayou de Louisiane, à partir du camion de Willie Edwards. Avant de révéler ce qui a été découvert, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines mises à jour. C'est le genre d'histoire qui perturbe encore les habitants du Marais, car la journée avait commencé tranquillement, presque paisiblement, pour devenir ensuite d'une inquiétante étrangeté, comme si le bayou lui-même avait pressenti ce qui allait se produire. Le dernier endroit où l'on s'attendait à ce que les réponses se cachent était à l'intérieur de son camion à moitié submergé et sans bruit, et ce que les adjoints ont découvert à l'intérieur a tout changé. Ce devait être un de ces matins ordinaires et calmes dans le bayou, lorsque l'air est immobile, que l'eau est plate et que les oiseaux chantent à leur rythme habituel. Les habitants juraient que c'était l'un de ces matins trop calmes, comme si la nature s'était arrêtée pour écouter quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Willie Edwards était sorti tôt, bien avant le lever du soleil, comme il le faisait toujours. Mais lorsque l'aube a commencé à percer et que la brume s'est lentement dissipée du marais, les gens ont affirmé que quelque chose semblait différent. Ceux qui connaissaient le pouls du bayou disaient que l'air avait un poids qu'aucun d'entre eux ne pouvait expliquer. En milieu de matinée, la nouvelle commença à circuler en ville que le camion de Willie ne s'était pas présenté à ses emplacements habituels. Au début, personne n'y a prêté attention. Peut-être avait-il pris un autre itinéraire, peut-être son signal était-il éteint, ou peut-être avait-il simplement décidé de travailler seul ce matin-là, ce qui n'était pas du tout inhabituel. Mais les personnes qui connaissaient vraiment Willie ont insisté sur le fait que ce n'était pas dans ses habitudes, parce qu'il prenait toujours des nouvelles. Le silence de quelqu'un comme lui ne convenait pas, et dans un endroit comme le bayou de Louisiane, un silence déplacé n'est jamais agréable. Un pêcheur qui passait par l'une des voies d'eau étroites a dit avoir remarqué des marques de pneus le long de la berge à moitié enfoncées dans la boue suffisamment fraîche pour attirer son attention. Il ne s'est pas arrêté pour enquêter, car ici on apprend à ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais après qu'il en a parlé à un ami et que cet ami l'a transmis à un autre, les chuchotements ont repris grandissant lentement, parce que quelque chose ne collait tout simplement pas. Le matin s'est transformé en midi, et le malaise s'est répandu dans la petite ville. Ce malaise venait des gens qui avaient grandi autour de ces eaux, des gens qui affirmaient que le marais avait sa propre façon de cacher ce qu'il voulait cacher. Ils disaient souvent que le bayou restait calme quand il le voulait, mais devenait cruel quand il voulait rappeler aux gens que rien ne disparaissait jamais vraiment en son sein. Quelques hommes se sont rassemblés au magasin local parlant à voix basse, jusqu'à ce que l'un d'eux mentionne avoir vu la femme de Willie plus tôt dans la journée, faisant les 100 pas près du téléphone, essayant de paraître calme, mais manifestement inquiet. Peu après, les gens ont commencé à consulter leur téléphone, à appeler autour d'eux, à demander si quelqu'un avait aperçu le vieux camion de Willie. Au moment où le soleil s'est levé, le bayou ne semblait plus paisible. Plusieurs habitants ont dit qu'ils avaient l'impression que le marais lui-même les observait. L'eau tremblait même sans vent, et les animaux semblaient s'être enfoncés plus profondément dans les bois. Tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas. Le jour s'est installé dans cette chaleur lente et lourde qui fait tout traîner. L'air a scintillé au-dessus du marais, et les arbres se sont figés comme s'ils écoutaient eux aussi. Peu à peu, le groupe restreint de personnes qui travaillaient près de l'eau s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le camion de Willie n'avait toujours pas été vu comme tout à l'heure. Le silence qui régnait dans le bayou n'avait plus rien de naturel. Les habitants le décrivent comme un silence qui vous serre la poitrine, un silence qui vous pousse à regarder derrière vous même sans raison. Un trappeur plus âgé qui avait passé toute sa vie à naviguer dans ces eaux troubles fit remarquer qu'il n'avait pas entendu de grenouilles coincées de la matinée. Dans un endroit comme le bayou, ce seul fait mettait tout le monde mal à l'aise, car le marais n'est jamais silencieux, et quand il l'est, ce n'est presque jamais sans raison. Les amis de Willie, dont Ashley Dead Eyes Jones, décident de faire un petit tour en voiture pour se rendre sur les lieux où Willie travaille habituellement. Ils ont emprunté des chemins de terre poussiéreux, leurs pneus laissant de légères traces derrière eux. La tension était telle que personne n'a allumé la radio. La musique aurait été perçue comme une violation de l'instant présent. Seul le bruit du moteur résonnait dans le bayou. Ils s'arrêtèrent dans un virage où les arbres s'éclaircissaient, un endroit que Willie utilisait souvent pour décharger son matériel. La boue était molle à cet endroit et les traces fraîches racontaient une histoire. Les empreintes étaient profondes, comme si quelqu'un avait freiné brusquement ou tourné légèrement avant de s'arrêter. L'un des hommes s'accroupit, touche la boue et fronce les sourcils
avant de murmurer que Willy est passé par là. Mais où était-il passé? Alors qu'ils poursuivaient leurs recherches, l'air s'épaississait autour d'eux. Ils atteignirent une clairière et au bord de celle-ci, ils aperçurent posé sur un tronc un thermos presque vide, celui que Willy emportait toujours avec lui. En l'examinant de près, tout le monde l'a reconnu. Personne ne dit rien, ils se regardent les uns les autres, attendant que quelqu'un brise le silence, mais personne ne parle, car le silence en dit déjà assez. Lorsqu'ils reprennent enfin le chemin de la ville, chacun d'entre eux éprouve le même sentiment, quelque chose a mal tourné bien avant le début de leur recherche, et il est peut-être déjà trop tard. Au fond d'eux-mêmes, ils sentent que la disparition de Willy n'a rien d'ordinaire. Lorsqu'ils reviennent en ville, l'air est tendu. Les gens posent des questions auxquelles personne ne peut répondre. Les téléphones sonnent sans arrêt et les rumeurs circulent d'un porche à l'autre. Peu de temps après le retour des amis de Willy, une rumeur s'est répandue selon laquelle une cabine téléphonique publique, située près de la maison de Willy, n'arrêtait pas de sonner. Au début, les gens n'y ont pas prêté attention, les appels étaient fréquents et provenaient de chasseurs de pêcheurs et de parents qui prenaient des nouvelles de leur famille. Mais cet appel était différent. La sonnerie ne s'arrêtait pas et le son portait une urgence qui tranchait avec l'épaisse chaleur de l'après-midi. Finalement, le cousin de Willy s'est approché du téléphone et a décroché. Tout ce qu'il a entendu, c'est une respiration lourde et un léger grésillement statique sur la ligne. C'est alors qu'il entendit les mots qui le figeaient en surplace. Quelqu'un avait trouvé quelque chose près de l'eau. Personne ne sait qui est à l'origine de l'appel, mais à en juger par l'état de choc du cousin de Willy. Tout le monde comprend une chose, la voix au bout du fil doit être terrifiée. En l'espace de quelques minutes, les rumeurs concernant l'appel et ce qu'il pourrait signifier ont recommencé à se répandre. Chaque personne ayant entendu parler de la situation avait une version différente de l'histoire, mais toutes finissaient par penser avec le même malaise qu'elles avaient peut-être enfin trouvé le camion de Willy. Le bureau du shérif fut alerté et 2 adjoints se dirigèrent vers le bas du bayou. Leurs phares brillaient tellement qu'ils coupaient la fine brume qui commençait à se lever. Ces adjoints ont noté qu'ils ne se parlaient pas beaucoup et que le seul bruit qu'ils faisaient était celui du gravier qui crissait sous leurs pneus. Lorsqu'ils se sont engagés sur la route étroite qui menait à la ligne de flottaison, la première chose qu'ils ont remarquée, c'est qu'elle semblait vide. L'un des adjoints aurait repéré de légères empreintes de pneus sur le bord de la route et ces empreintes étaient suffisamment profondes pour indiquer que quelque chose de lourd était passé récemment. Ils ont déclaré avoir suivi les traces jusqu'à ce que le sol devienne trop mou pour qu'ils puissent y rouler. Ils sont alors sortis. Ils se sont promenés dans le bayou avec leurs lampes de poche, scrutant chaque centimètre du sol boueux. L'un d'eux a noté qu'il s'était arrêté près d'une branche cassée parce qu'il avait remarqué que le frein avait l'air frais. L'autre a remarqué qu'il avait vu une touffe d'herbe qui semblait tassée, comme si quelqu'un s'y était tenu pendant un certain temps. De retour en ville, les gens sont agités, parce que la station locale a de nouveau essayé d'atteindre la radio de Willy, mais il n'y avait que des parasites. Sa famille était rassemblée à l'extérieur du commissariat, attendant un mot, n'importe quel mot du commissariat. Puis après ce qui a semblé être 1 heure, mais qui n'était qu'1 quart d'heure, on a appris qu'un camion correspondant à la description de Willy avait été repéré non loin de l'East Bayou. Il était à moitié caché, juste derrière les roseaux. Même si personne ne l'a dit à voix haute, tout le monde l'a senti, car la nouvelle était accompagnée du genre de froid qui précède les mauvaises nouvelles. Le ciel avait commencé à s'assombrir un peu, et les adjoints de la station avaient déjà atteint l'East Bayou, leurs bottes s'enfonçant dans le sol mouillé, à mesure qu'ils se rapprochaient de l'endroit où le camion de Willy avait été vu. Lorsqu'ils l'aperçurent enfin, la première chose qui attira leur attention ne fut pas le camion lui-même, mais le reflet de la lumière qui rebondissait sur le métal à travers les roseaux. Elle luisait faiblement, se détachant en argent terne sur le vert du marais. Le camion était là, de travers à moitié enfoncé d'un côté, comme s'il avait glissé, et s'était arrêté juste avant que l'eau ne l'engloutisse tout entier. La porte du conducteur était fermée, mais quelque chose dans l'angle de la position du camion donnait l'impression qu'il n'était pas garé, mais abandonné. Il ne voulait pas se précipiter comme l'auraient fait la plupart des gens, car il savait qu'ici le marais avait des moyens de tromper les gens. Un seul faux pas dans ces marais, et vous pouviez vous retrouver les jambes enfoncées jusqu'à la taille dans une boue qui ne voulait pas vous lâcher. Ils avançaient donc lentement, scrutant, observant, écoutant. Lorsqu'ils atteignent le camion, l'un des adjoints place sa main sur le capot,
afin de déterminer depuis combien de temps la voiture se trouve là. Le capot était froid, ce qui prouvait que le moteur n'avait pas tourné depuis des heures. Un autre adjoint a fait le tour de l'arrière du camion pour voir si des dommages avaient été causés et a remarqué une bosse qui ressemblait à des marques de griffes fraîches sur le côté. Il semble que le camion ait heurté quelque chose en descendant la pente. Ils ont jeté un coup d'œil par la fenêtre. L'intérieur était en désordre. Une veste a été jetée sur le siège et quelques papiers sont éparpillés sur le sol. Une petite lampe de poche gisait sur le côté et son faisceau était faible et vacillant. Mais ce qui a fait reculer l'un des adjoints, ce n'est pas le désordre, mais la légère tache sur la vitre près de la poignée, qui ressemblait d'abord à de la boue. Mais ce n'était pas seulement de la boue. La radio grésille à nouveau et cette fois-ci c'est plus fort. Une voix se fait entendre même si elle semble lointaine. C'était assez clair pour leur donner des frissons. L'un des adjoints a répondu à voix basse « Oui, nous l'avons trouvé ». Puis une pause. Mais il y a autre chose. Ils n'ont pas donné de détails car il ne serait pas correct de partager leurs soupçons à la radio. Ils sont restés là à regarder à travers le pare-brise, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Pendant ce temps en ville, la nouvelle s'est répandue plus vite que quiconque n'a pu la contenir. Alors que le nom de Willy résonnait dans toutes les conversations aux quatre coins de la ville, certains disaient avoir entendu dire que le camion était en bon état. D'autres disaient qu'il avait l'air d'être resté là pendant des jours. Personne ne sait quelle histoire croire, et cette incertitude ronge tout le monde. Au fur et à mesure que le soleil descendait, l'équipe de recherche s'est agrandie, et des habitants ont commencé à se montrer près du bayou, leurs phares formant une faible lueur dans le brouillard. Certains ont crié son nom, d'autres sont restés là à l'écouter. À ce stade, personne ne peut se défaire du sentiment que ce qu'ils sont sur le point de découvrir n'est plus seulement lié à la disparition d'un homme. Il s'agissait sans aucun doute de quelque chose de beaucoup plus profond qui attendait dans ce marais bien avant le début des recherches. Lorsque le 4e véhicule de recherche s'est arrêté près du bayou, le marais brillait sous la lumière orangée du soleil du soir. Quelques-uns des plus âgés se tiennent près de leur camion les bras croisés, les yeux fixés sur la ligne de flottaison, tandis que les plus jeunes se répartissent avec l'adjoint de la station. Ils parlaient à voix basse, pas assez fort pour attirer l'attention, mais juste assez pour que les autres puissent saisir des bribes de leurs paroles. Certains ont dit qu'il y avait des empreintes de pas près de la portière du conducteur, mais aucun signe de leur direction. D'autres ont chuchoté qu'une fenêtre avait été entr'ouverte comme si quelqu'un était parti précipitamment. D'autres encore ont dit que les adjoints étaient pâles lorsqu'ils se sont éloignés du véhicule comme s'ils avaient vu quelque chose dont ils n'étaient pas prêts à parler. Les adjoints ont commencé à repousser les gens, les avertissant de ne pas s'approcher trop près des marécages, parce que la zone devait être vérifiée avec soin, ont-ils dit. Personne ne discute avec eux, car certains d'entre eux sont plus expérimentés qu'eux. Quelques hommes aidaient à tendre du ruban jaune entre les arbres, leurs mains tremblant légèrement lorsqu'ils faisaient chaque nœud. Derrière eux, un journaliste de la station locale a commencé à installer une caméra sans que personne ne sache s'il serait autorisé à l'utiliser. Puis quelqu'un a pointé du doigt le camion et a dit « Regardez ». Tout le monde suivit son regard, et à leur grande surprise, la porte du conducteur était à présent légèrement entr'ouverte, se balançant doucement au gré de la brise qui commençait à souffler. L'un des adjoints s'est approché et l'a refermé, mais lorsqu'il s'est retourné, son expression était crispée, presque craintive. Et puis il n'a rien dit, les chuchotements s'amplifiant. Au fil des secondes, les gens ont commencé à spéculer, chacun essayant de combler le silence avec sa propre version de la vérité. Certains disaient que Willy avait été pris par quelque chose dans le marais, une superstition qui avait été transmise de génération en génération. D'autres pensaient qu'il avait peut-être quitté la route en essayant d'éviter quelque chose. Mais au fond, aucune de ces théories ne semblait juste. La foule commença à se réduire à mesure que la nuit tombait. Un à un, les camions ont commencé à partir leurs feux arrière, disparaissant dans le brouillard. Mais le sentiment de malaise ne s'est pas dissipé, et le silence de Willy a marqué tous ceux qui étaient là même après qu'ils soient rentrés chez eux. Lorsque le dernier adjoint partit pour la ville, le marais était devenu complètement sombre. La seule lumière provenait du reflet de la lune sur l'eau et de la faible lueur du rétroviseur du camion encore à moitié enfoui dans la boue. Peu de temps après, la station a mobilisé une nouvelle équipe d'adjoints et ils sont donc retournés dans le marais pendant que tous les autres rentraient en chez eux. Ils étaient déterminés à suivre toutes les pistes possibles avant de retourner en ville. Les recherches se poursuivent donc dans les environs du camion de Willy. Ils ont trouvé de légères traces de pneus près de la lisière de la clairière
que les détectives précédents n'avaient pas remarqué, et ces traces de pneus s'enfonçaient dans les arbres. Pendant un bref instant, on a espéré que Willy s'était peut-être éloigné. Il y avait peut-être une piste qui expliquerait tout. Les premiers mètres de la marque étaient assez clairs, mais à mesure qu'il suivait ces marques plus profondément dans le bayou, les lignes commençaient à se briser jusqu'à ce qu'on puisse à peine les voir. L'un des adjoints a braqué sa lampe devant lui, plissant les yeux comme s'il essayait de voir quelque chose qui n'était pas tout à fait là. « C'est comme s'il s'était arrêté », dit-il à voix basse. Et il avait raison, car les traces s'arrêtaient au milieu de nulle part. Pas de traces de pas, pas de lutte, juste la disparition soudaine du mouvement. Ils restèrent un moment en silence, essayant de comprendre ce qui se passait. Le bruit de l'eau qui s'égoutte quelque part à proximité remplit le vide entre leurs pensées. Alors que le faisceau de leur lampe de poche se déplaçait d'un endroit à l'autre, l'un d'eux remarqua quelque chose et se pencha ramassant un objet unique à peine visible dans la boue. C'était un petit morceau de tissu délavé déchiré et accroché à une racine. Il n'a pas dit à qui il appartenait, mais il l'a quand même glissé dans un sac en plastique. De retour au camion, l'autre adjoint avait trouvé quelque chose d'autre près de la roue, avant enfoui sous la boue. Une faible lueur comme du métal accrochant la lumière. Il balaya la saleté et se figea. C'était un porte-clés qui semblait usé mais familier. Les initiales de Willy y étaient engravées, et bien que cette découverte aurait dû le soulager, elle ne fit qu'accentuer son malaise. Si ces clés étaient à l'extérieur du camion, alors qu'il avait verrouillé la porte de l'intérieur, cette question augmentait le malaise qu'ils ressentaient. Ils braquèrent leurs lampes autour d'eux, scrutant les arbres, les hautes herbes, le bord de l'eau. Chaque son semblait plus net, et en déplaçant leur lumière, ils ont aperçu quelque chose qui se déplaçait au loin comme une vague sur l'eau. Mais lorsqu'ils ont braqué leur phare dans sa direction, il n'y avait rien. L'un des adjoints a fini par murmurer « Faisons un rapport ». L'autre acquiesce, mais aucun ne tourne le dos à l'eau. Alors qu'ils retournaient vers leur véhicule, le silence était si complet que même le crissement de leurs bottes semblait trop fort. Ils sont retournés au poste de police et ont fait part de leur découverte au shérif de la station. À l'aube, la brume était revenue rampant sur l'eau, mais elle restait suffisamment épaisse pour brouiller la frontière entre la terre et le marais. Deux nouveaux adjoints reviennent sur les lieux avec ceux de la nuit précédente, leurs lampes de poche traçant de minces chemins à travers le brouillard. Ils étaient revenus parce que quelque chose ne collait pas dans le rapport de la nuit précédente. Le camion avait été sécurisé, du moins le pensait-il, mais le central venait de recevoir un appel indiquant que l'un des marqueurs qu'ils avaient laissés derrière eux n'était plus à sa place. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est que le camion n'avait plus le même aspect. En effet, le pneu avant du camion qui s'était à moitié enfoncé dans la boue semblait encore plus enfoncé. Le sol autour du camion ne présentait pas de nouvelles traces, et il n'y avait aucun signe que quelqu'un était passé par là la nuit précédente. Pourtant, quelque chose avait bougé comme si elle s'était enfoncée de quelques centimètres dans la terre pendant la nuit. La porte du passager qui avait été fermée et vérifiée pendait maintenant juste une fente. L'adjoint qui était là la nuit précédente s'est figé pendant une seconde, fixant l'espace. « Nous l'avons scellé », a-t-il murmuré. L'autre ne répondit pas. Il s'est contenté d'avancer prudemment, scrutant le sol à la recherche d'empreintes. Il vit que la boue était lisse, intacte. Et c'est ce qui n'avait pas de sens, car si quelqu'un était revenu, il y aurait eu des marques. Mais il n'y en avait pas. L'adjoint a levé sa lampe de poche et l'a montrée à la porte ouverte. L'intérieur du camion était sombre, à l'exception d'une faible lueur près du plancher. Il se pencha un peu, plissa les yeux, puis recula rapidement. « Ce n'était pas là hier », dit-il à voix basse. L'autre adjoint s'approche. Quoi, il a pointé du doigt l'intérieur du camion. Sur le siège passager, il y avait un petit objet qu'ils n'avaient pas vu et qu'ils n'avaient pas enregistré la nuit précédente. Elle ressemblait à une carte pliée humide avec ses bords assombris par l'humidité. On aurait dit une de ces vieilles cartes en papier que les chasseurs utilisaient avant l'apparition des GPS. Mais le plus étrange, c'est la ligne rouge qui la traverse. La ligne était une marque fraîche et fine qui coupait directement la zone marquée, comme Lower Bayou. Les deux hommes échangèrent un regard, mais ne dirent pas grand-chose, car ils savaient tous deux que la carte n'était pas passée par là auparavant. Ils restèrent là un long moment sans parler. Quelques hérons commençaient tout juste à se faufiler au loin, leurs ailes effleurant l'eau. Mais même leur présence mettait ces hommes mal à l'aise, car ils avaient l'impression que tout ce qui se trouvait ici savait quelque chose qu'ils ignoraient. Alors qu'ils s'approchaient du camion, une légère odeur s'échappa de l'intérieur.
L'odeur n'était pas de la pourriture ni du carburant. C'était quelque chose de métallique mélangé à de la terre humide. Mais l'odeur était suffisamment forte pour que l'un des adjoints se bouche le nez. Il a rallumé la lampe de poche et a balayé le tableau de bord, et il a pu voir clairement des gouttelettes sur le volant. Ces gouttelettes étaient de minuscules taches sombres qui ne ressemblaient pas à de l'eau. « Prends le sac », dit l'un d'eux. L'autre a hoché la tête et a attrapé le kit de preuve qui se trouvait à l'arrière de leur véhicule. Ils commencent à ouvrir lentement la porte du passager et l'odeur devient de plus en plus forte. Le tissu du siège était mouillé, mais il n'avait pas plu cette nuit-là. Il regarda le plancher et remarqua de légères traînées de boue qui partaient des pédales jusqu'au bord du siège, comme si quelqu'un était resté assis là, les pieds encore couverts de la boue du marais, longtemps après que le camion ait été abandonné. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, ils entendirent un camion tout près d'eux, et en se retournant, ils virent un camion s'arrêter derrière eux. Le bruit des pneus sur le gravier rompt le silence qui régnait depuis le matin. C'était un vieux local, un pêcheur nommé Tom, qui avait vécu toute sa vie au bord du bayou. Il sortit lentement de son camion pour que les adjoints ne le soupçonnent pas de vouloir leur faire du mal. « Les gars, vous êtes là de bonne heure, marmonna-t-il. L'un des adjoints a secoué la tête. « Pas encore. »« Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Tom ajusta sa casquette et fit un signe de tête vers l'eau avant de répondre. Il n'arrivait pas à dormir. Je me suis dit que j'allais vérifier mes pièges, mais il a hésité, la voix basse. J'ai vu quelque chose la nuit dernière. J'ai vu des lumières. Les adjoints se sont tournés vers lui. Quel genre de lumière? Il s'est gratté la mâchoire puis a répondu. Des petits qui se déplacent sur ce tronçon. Je pensais que c'était vous, mais ils étaient trop lents comme quelqu'un qui marche avec une lanterne, pas un camion. Ils se sont arrêtés à peu près là. Il pointa du doigt la parcelle de roseaux où le camion était à moitié enterré puis disparu comme ça. Les hommes échangent à nouveau des regards entre eux. La carte, l'odeur, la porte ouverte et maintenant des lumières que personne ne pouvait expliquer. Tom regarde autour de lui très nerveusement en baissant encore la voix. « Vous avez déjà vu l'eau calme comme ça? Pas une ride, même pas celle des insectes. » Personne ne répondit, et alors qu'ils réfléchissaient à la question posée par Tom, ils restèrent tous immobiles à regarder la surface du marais. Le reflet du camion scintillait faiblement dans l'eau brune, mais pendant une seconde, l'un des adjoints a cru voir quelque chose d'autre bouger juste en dessous. Quelque chose de pâle, de lent comme une ombre qui n'appartenait à rien au-dessus. Et quand il a cligné des yeux pour s'en assurer, c'était parti. L'adjoint cligna des yeux, essayant de se concentrer, mais ce qu'il avait cru voir sous la surface s'était déjà évanoui, et l'eau était redevenue lisse comme du verre. Tom recula de quelques pas marmonnant qu'il n'aimait pas la sensation de l'air. Les adjoints l'ignorèrent et continuèrent à étudier le camion, chacun tenant sa lampe de poche en position basse, tandis que ses faisceaux décrivaient de lents cercles sur la boue. Quelque chose grattait faiblement à l'intérieur du camion. Il s'agissait d'un léger son aigu, comme si du métal se déplaçait contre du métal. Les adjoints se sont figés. L'un d'eux murmure « Vous avez entendu ça ?» Les autres acquiescent, mais ne répondent pas. Le bruit se répéta cette fois un peu plus fort, suivi d'un léger craquement. La porte du conducteur qu'ils avaient vérifiée il y a quelques instants se mit à bouger lentement. Pas de vent, personne ne la touche, mais elle s'ouvre doucement, s'arrêtant à mi-chemin, comme si quelqu'un d'invisible l'avait poussée. L'un des adjoints leva sa lampe et l'orienta directement vers la cabine. L'odeur qui s'en dégageait était maintenant plus âcre, froide, terreuse et étrange, comme du métal mouillé qui aurait été laissé trop longtemps dans l'obscurité. Sur le plancher du camion, un petit objet est coincé entre les pédales. L'un des adjoints s'avança, prenant soin de ne pas remuer la boue. Lorsqu'il atteignit l'intérieur, il hésita puis s'accroupit assez bas pour voir ce que c'était. Il s'agissait d'une seule botte couverte de boue sombre et encore humide. Il la reconnut instantanément comme étant du même type que celle que Willie Edwards portait toujours. Le second adjoint regarda également à l'intérieur, déglutissant difficilement. « Ce n'était pas là hier, murmura-t-il. » Tom recula encore d'un pas. « Ce n'est pas vrai, murmura-t-il. Ce n'était pas là quand vous êtes parti hier soir. » L'un des adjoints a envoyé un court message par radio. « Nous avons un changement de scène, un objet a été trouvé dans le véhicule. » Puis une autre voix fine et lointaine se fait entendre. Copiez cela mais maintenez la position. Ne touchez à rien d'autre. Il n'a pas répondu tout de suite parce que ses yeux étaient fixés sur le pare-brise. La vitre était légèrement embuée de l'intérieur malgré l'air frais du matin. Et sur cette surface embuée, on voyait faiblement l'empreinte d'une main de longs doigts tournée vers l'extérieur. Tom murmura une courte prière sous son souffle et se tourna pour partir,
disant qu'il ne voulait pas être mêlé à ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, après que les adjoints aient regardé Tom partir, l'un d'eux s'est approché du bord de l'eau où les traces de pneus s'étaient estompées dans la boue. Il se pencha avec sa lampe de poche, balayant une dernière fois la surface. La radio émet à nouveau des parasites plus forts cette fois. Entre les grésillements, une faible voix se fait entendre à nouveau, mais ce n'est pas celle du central. La voix était basse et cassée et ne disait qu'une chose. « Ne vous retournez pas ». La radio s'éteint. Les adjoints se regardent incertains d'avoir entendu la même chose. Puis aussi rapidement que le silence s'était installé, un bruit d'éclaboussure a retenti quelque part dans les profondeurs du marais. Ils se sont tournés vers lui, les lampes de poche traversant la brume, mais il n'y avait rien. Seulement de l'eau des roseaux et l'écho faiblissant de ce son unique. Lorsque les renforts sont arrivés 1 heure plus tard, les adjoints se tenaient à l'écart du camion, le visage pâle. La botte a disparu. La carte n'était plus là. La porte du conducteur a été refermée comme la veille. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé à l'extérieur, ni comment la scène avait changé. Toutes les photos de la nuit précédente ne montraient rien d'anormal, mais les adjoints ont juré qu'ils avaient vu la botte, la carte et l'empreinte de main sur la vitre. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Willy? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner.